Réunis ce 17 mai 2017 à Conakry, les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, confiaient à la nouvelle équipe qu'ils venaient de porter à la tête du Haut Commissariat de leur institution supranationale un mandat de 4 ans. Aux priorités fixées à cette occasion sont venues s'ajouter les orientations stratégiques de leur conférence de Bamako en 2019. Ces missions allaient devoir s'exécuter malgré la survenue brutale, quelques petits mois seulement plus tard, de cette chose terrifiante d'autant plus innommable que l'on a du mal à s'entendre sur son genre, le ou la Covid. Ainsi donc, malgré de multiples vents contraires, la difficulté à mobiliser des financements, même pour l'OMVS qui jouit depuis des décennies de la confiance des partenaires extérieurs, la survenue soudaine et violente de la pandémie du coronavirus en 2019, à une étape cruciale de leur mandat, se jouant de ces récifs et d'autres, le haut-commissaire et son équipage ont tenu le cap fixé résolument sur les objectifs assignés. Dans le domaine de l'énergie, le projet Manantali 2, conçu pour optimiser le rendement de l'aîné de ses ouvrages hydroélectriques et l'extension de son réseau haute tension, est à l'heure actuelle en partie achevé. Les 5 groupes turbines alternateurs de 40 MW de la centrale hydroélectrique ont été entièrement remis à neuf et sont à l'heure actuelle en état de parfait fonctionnement. Concernant la première phase de l'extension du RIMA du volet 2, la ligne Kayi-Tambacounda est réalisée à 70%. Elle permettra d'interconnecter le réseau OMVS au réseau OMVG en renforçant davantage les critères de redondance, de sécurité et d'alimentation des États de l'OMVS. Les travaux seront achevés dans le premier semestre de l'année 2022. La ligne Manantali-Bamako, dont les travaux ont démarré, viendra en augmentation de la ligne ouest qui existe déjà, avec pour fonction d'améliorer les transits d'énergie vers la capitale malienne. Quant à la ligne Kayi-Yelimane-Tintan-Kifa, qui va sécuriser davantage l'alimentation de la Mauritanie à partir du réseau OMVS, son financement est activement recherché. Le projet de construction de Gouina, dont la première pierre avait été posée depuis le 17 décembre 2013, a connu une évolution décisive grâce à la pugnacité du Haut Commissariat et de la SOGEM, malgré de fortes perturbations occasionnées par la mise en quarantaine pendant un bon moment d'une partie du personnel technique en raison de la pandémie. En effet, le Haut Commissaire s'est rendu en personne pas moins de 3 fois sur le site de Gouina. Les travaux de construction de ce projet hydroélectrique d'une capacité de production de 140 MW qui va augmenter de 52% l'offre d'électricité des États membres de l'OMVS évoluent à grands pas. Mieux, ils sont achevés à plus de 80%. Les groupes sont actuellement en train d'être testés. La réalisation du géant de Koukountamba, 294 MW, qui sera le 4e et plus grand ouvrage hydroélectrique de l'OMVS, situé sur le Bafi en Guinée, a franchi une étape critique. En effet, le 26 février 2019 à 15h, le haut-commissaire de l'OMVS signait à Conakry avec la société chinoise Sino Hydro le contrat commercial pour le financement et la réalisation du projet. La mobilisation de son financement est en bonne voie. Les États membres de l'OMVS ont déposé en mai 2021 leur requête de financement auprès des autorités chinoises. De même, en signant le 26 juin 2020 avec la société chinoise CEMEC le contrat commercial de construction du barrage à but multiple de Gourbassi, l'OMVS a passé une étape déterminante vers la concrétisation de ce projet. Cet ouvrage, situé sur la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, va améliorer de façon significative la régulation de celui-ci
renforcer la navigation, offrir plus de possibilités à l'agriculture de décrue et de contre-saison. C'est une évidence, la diversification de l'offre énergétique et des sources de production est devenue aujourd'hui une nécessité impérieuse. Ainsi, en décembre 2019, le Conseil des ministres de l'OMVS a décidé de doter le bassin du fleuve Sénégal d'une capacité de production de 400 MW à partir d'énergies renouvelables, en l'occurrence le solaire. Décision concrétisée à cet effet par la signature de protocoles d'accord entre l'OMVS et les partenaires. Les études de faisabilité et les études financières des projets identifiés sont en cours. Elles ouvriront sous peu à des négociations sur les modalités précises de réalisation et d'exploitation des futures infrastructures. Composante essentielle du programme initial de l'OMVS pour l'exploitation du fleuve Sénégal, la navigation était perçue jusque-là comme un véritable serpent de mer. Conçue dès le départ pour rendre au fleuve sa vocation millénaire d'épine dorsale du transport et de poumon économique et culturel de l'espace OMVS, elle mettait du temps à prendre forme. Des préalables multiples et complexes, en l'occurrence de nombreuses études approfondies d'impact sur l'environnement et sur les autres usages du fleuve et de son eau, retardaient son démarrage. Celles-ci sont à présent toutes terminées. Et le 11 octobre 2018, le haut-commissaire paraphait avec Afcons, une société indienne, un contrat commercial matérialisant le projet de restauration de la navigabilité sur le fleuve Sénégal dans sa partie comprise entre Saint-Louis du Sénégal et Ambididi au Mali sur une distance de 900 km. Le programme de gestion environnementale et sociale du projet hydroélectrique de Guyana, le PGS, lui aussi a été réalisé avec succès. L'OMVS a mobilisé, sur fonds propres, 8 milliards de francs CFA pour une relocalisation réussie des populations déplacées à cause de la construction du barrage. C'était une priorité du cœur autant que de la raison. C'est donc avec émotion que le haut-commissaire évoque l'aboutissement heureux de ce projet. J'identifie vraiment comme une source de fierté, parce que pour une fois, nous ne dépendons pas d'un appui extérieur. C'est une ressource propre générée à travers notre activité qui permet de financer, avec bien sûr l'autorisation du Conseil des ministres, un projet qui va au bénéfice des populations qui sont touchées dans ce qu'ils ont de plus important. Et quand on déplace une population, c'est une perte des lieux mémoriels, c'est une perte des terres de culture, mais plus que ça, il y a un impact psychologique important. Mais c'est le lieu vraiment de saluer le patriotisme de nos populations. Parce que sans colère, sans rancœur, malgré les conditions difficiles de relocalisation, elles ont accepté de payer ce prix, donc ce sacrifice-là, pour que ce bien commun puisse profiter à l'ensemble des États. Sur les 4 sites de réinstallation, des logements modernes, des infrastructures sociales diverses telles que mosquées, centres de santé et écoles ont été construites et livrées, ainsi que des équipements pour l'approvisionnement en eau potable et en électricité. Le projet compte également d'autres volets comme l'accompagnement pour des activités génératrices de revenus, la protection de l'environnement, l'équipement des écoles et des centres de santé. Le projet de gestion intégrée des ressources en eau, PGIR, dédié principalement à l'amélioration des moyens de subsistance et des conditions d'existence des populations, a enregistré des performances notables. En effet, la cadence des décaissements s'est accélérée constamment, ce qui est un indicateur fiable de la célérité de l'exécution du projet. Les taux ont fait des bonds spectaculaires, passant par exemple pour les financements Banque mondiale de 23% au mois de juin 2017 à 87% au 30 avril 2021. Pour obtenir ces résultats fort appréciables, le PGIR s'est appuyé sur les sociétés compétentes d'État des 4 pays, DNGR en Guinée, l'ADRS au Mali, la SONADER en Mauritanie et la SAED au Sénégal. C'est pendant ces 4 dernières années qu'une très grande partie du PGIR a été réalisée dans les 4 États. On peut en citer, entre autres,
En Guinée, des berges ont été protégées, des lavoirs, des passerelles, des rampes d'accès ont été réalisées, des centaines d'hectares de terres reboisées, des forages d'hydraulique villageoise et pastorale, des magasins de stockage de produits agricoles ont été livrés, etc. Au Mali, des stations de pompage ont été branchées à la moindre tension, des petits périmètres maraîchers ont été consolidés, plus de 2000 hectares de terres protégées et bien d'autres réalisations achevées ou en cours, comme la protection de 4300 km de berges, l'aménagement et l'équipement de 140 hectares de petits périmètres irrigués villageois ou de petits périmètres maraîchers, etc. En Mauritanie, parmi de nombreuses réalisations, d'importants travaux d'aménagement hydro-agricole, l'installation de stations de pompage, des activités de curage et de faux cordage et la construction du casier pilote de Bogué. Là aussi au Sénégal, plusieurs réalisations, dont des ouvrages de prise pour les périmètres irrigués, des abris pour les unités de transformation de produits agricoles destinés aux groupements féminins, l'ouvrage de contrôle des décrues de la cuvette de Yéya et d'autres en cours d'achèvement comme la réalisation de 3 mini-forages agro-pastoraux, la réhabilitation de la grande digue de Tellel, etc. Dans le domaine halieutique aussi, le programme du PGIR pour une gestion durable des pêcheries s'est soldé par la signature de conventions locales dans les 4 États. Des véhicules et des équipements informatiques ont été offerts, etc. Et pour promouvoir les produits de la pêche, de l'aquaculture et de la pisciculture, des infrastructures de valorisation ont été construites et mises à disposition des populations. Ainsi, dans les 4 États, des infrastructures et des équipements pour le développement de la pêche ont été offerts aux populations. On comprend alors pourquoi, partout comme ici en Guinée, les populations réservent aux autorités du Haut-Commissariat un accueil chaleureux, expression joyeuse de leur profonde reconnaissance. Le plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées par ACI a connu un nouvel élan après une longue léthargie. 2 projets inscrits dans son programme connaissent un début d'exécution. Le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal, PAFISEM, a été lancé en février dernier. Il est destiné à renforcer la production de semences et à structurer la filière grâce à un don de l'Italie d'un montant de 7 millions d'euros. Et le projet d'appui à l'émergence d'une agriculture durable dans le bassin du fleuve Sénégal qui a reçu un soutien de la BADEA à hauteur de 400 000 $. L'OMVS n'a jamais perdu de vue que le développement durable et la résilience ne sont possibles que dans le cadre d'un environnement sain et protégé. Aussi, les questions environnementales comme le changement climatique, la protection du massif du Fouta-Jalon et du fleuve, sujets à l'agression naturelle et humaine, la lutte contre les plantes aquatiques nuisibles, les maladies hydriques font-ils constamment l'objet d'une constante vigilance. Dans ce cadre, l'OMVS a obtenu de l'AFD une subvention d'un montant de 600 millions de francs CFA pour une gestion durable de la ressource en eau et de l'environnement par la création d'outils de suivi, de connaissances et de renforcement des capacités, projet SCREEN. Par ailleurs, le Haut-Commissariat a renforcé les acquis en nouant de nouveaux partenariats pour la mise en œuvre de projets relatifs à la résilience face au changement climatique et pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. L'OMVS a la réputation d'être un modèle de gestion parmi les organismes de bassin. Pour autant, elle sait se remettre en cause et rénover au besoin sa gouvernance institutionnelle. Ainsi, une nouvelle clé de répartition des coûts et charges en chantier depuis 2018 sera disponible et opérationnelle sous peu. Concernant la réforme institutionnelle, appelée à adapter les textes régissant l'organisation au contexte actuel et la mise en place d'un système d'autofinancement, 2 études ont été menées. L'une portant sur la gouvernance institutionnelle et l'autre sur les mécanismes de financement autonome des programmes de l'OMVS pour soulager les États membres. Elles sont à présent terminées. Les propositions tirées de leurs conclusions seront soumises pour adoption à l'occasion des prochaines réunions des instances supérieures de l'organisation. Le 29 juin 2021, le Conseil des ministres a adopté de nouveaux textes administrant le fonctionnement du Haut-Commissariat. Les anciens dataient de plus de 40 ans.
Il concerne notamment le statut particulier du personnel, le règlement financier, la législation des marchés et le manuel des procédures administratives, financières et comptables. Mais à l'évidence, le plus grand défi de l'OMVS reste la préservation quantitative et qualitative de l'eau du fleuve dans un contexte de changement climatique inexorable et d'actions humaines destructrices. À cet effet, il y a eu une accélération de la stabilisation et de la protection des berges et des têtes de source, facteurs de pérennité de la ressource. En effet, l'évasement du lit du fleuve et son endiguement par les sédiments provenant de l'érosion des berges favorisent l'évaporation. À ces défis s'ajoute la question de la pollution de l'eau que le haut-commissaire a décidé de prendre à bras-le-corps à travers une plaidoirie et un engagement personnel contre l'orpaillage sauvage et dévastateur sur tous les sites du Sénégal et du Mali. L'effort n'aura pas été vain puisque les autorités administratives ont adopté les premières mesures pour combattre le risque de pollution à grande échelle. Les fauteurs eux-mêmes sont les premières victimes. L'eau là même, quand même un animal, par exemple les vaches et les quilles, donc quand ils viennent ici manger comme ça, leur ventre gonfle. Donc ça c'est un problème d'abord à nous. C'est ici que les femmes viennent pour linger. Mais actuellement, on ne peut plus. Elles ne peuvent plus venir linger. On ne peut plus utiliser l'eau là. Les forces de sécurité vont jouer leur rôle et tout leur rôle pour endiguer ces fléaux. Et l'État va les accompagner, les amener à être très vigilants, à les mettre sur le terrain. Nous allons essayer de voir comment établir un plan d'action entre les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité des deux États pour maintenant mieux surveiller, mieux réprimer ceux qui vont continuer en tout cas à polluer la Falémé. Mais on s'en doute, aucune législation, si coercitive soit-elle, ne pourra enrayer ce fléau. Pour peut-être en venir à bout, il faudra une mobilisation transfrontalière et une prise de conscience générale. Et grâce à une sensibilisation soutenue et constante, amener les populations à s'approprier les fleuves et leur environnement comme également des patrimoines culturels et affectifs. Mais pour cela, il faudra aider les populations à pratiquer des activités substitutives génératrices de revenus. Ce sont là quelques conditions de la pérennisation de la ressource. Certes, en créant l'association des maires OMVS et l'organisation des journées de l'OMVS, le haut-commissaire espérait susciter un engouement populaire favorable à cette appropriation et à l'engagement des premiers responsables au niveau local. Mais il est escompté aussi une autre appropriation, celle de l'OMVS par les peuples transfrontaliers, les vrais garants de l'avenir de l'organisation. Pour relever par ailleurs le niveau technique et qualitatif des capacités de communication de l'OMVS, afin de la hisser au niveau des exigences de modernisation et du contexte particulier de la pandémie, il a été mis en place une plateforme collaborative à distance, non seulement au niveau de toutes les cellules nationales OMVS des 4 États, à commencer par le siège naturellement, mais surtout, celui-ci a été équipé d'un système complet de visioconférences étendu à l'ensemble des cellules des 4 États membres de l'organisation. Par ailleurs, l'OMVS a renforcé un peu plus son leadership au sein du réseau africain des organismes de bassin, RAOB. En effet, avec le Geneva Water Hub, elle s'est engagée dans la gouvernance des eaux souterraines, en particulier celle de l'aquifère sénégalo-mauritanienne. Les aquifères constituent une ressource stratégique pour sécuriser l'accès à l'eau pour les populations et le développement socio-économique. Par conséquent, la coopération entre les États qui partagent les eaux souterraines de cette ressource de manière équitable et durable est primordiale. L'avenir de l'OMVS réside aussi dans sa mémoire, dans la force de ses convictions et la fidélité à sa profession de foi qui sonne comme un serment. Solidarité, équité, partage. L'initiative de la rénovation de la villa où est né l'OERS, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, père de l'OMVS à l'Abbé, participe de cet attachement mémorial. De même que la maison de l'OMVS en phase finale de construction à Nouakchott, la ville qui a abrité sa naissance. On va mieux où on va quand on sait d'où l'on vient.
C'est justement pour assurer l'indispensable survie de cette mémoire et son partage que dès le lendemain du saccage et de l'incendie du CDA, Centre de documentation et des archives de l'OMVS à Saint-Louis en 2020, le haut-commissaire s'est rendu sur les lieux. Et sans tarder, il a pris de fortes décisions qui ont permis au CDA, relogé dans ce bel immeuble de la cité Vauvert, de reprendre ses activités 9 mois seulement après le sinistre. Parallèlement, le CDA a procédé à la refonte de son site et au lancement de sa plateforme électronique Collection Digitale, en version web et mobile, permettant ainsi de démocratiser l'accès à l'information sur l'OMVS. Les résultats appréciables que voilà ont été obtenus malgré les effets de la pandémie, effets d'autant plus sensibles pour l'OMVS que ses activités sont pour beaucoup des opérations de terrain étalées sur 4 pays. Ils sont dus d'abord à la savante mise en musique par le Conseil des ministres des partitions claires écrites par les chefs d'État et de gouvernement, au travail acharné d'une équipe et à l'engagement d'un haut-commissaire et son parti pris pour un type de management inédit à l'OMVS. Une constante présence physique à tous les niveaux, des visites multiples de tous les sites des projets de l'OMVS, des plus reculés aux plus inhospitaliers. Gouina, Kukutamba, etc. À l'entendre, il ne pouvait tout simplement pas faire moins par nature et par reconnaissance. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce au chef d'État de nos 4 pays de m'avoir donné cette chance-là. Alors, quand ils vous font confiance, je pense que le moins que vous puissiez faire, c'est d'être à hauteur de cette confiance. Et vous ne pouvez pas l'être en étant dans un bureau. Pour vivre la réalité du fleuve, il faut aller sur le terrain. Je pense que quand vous allez sur le terrain, vous vous rapprochez des populations. Donc vous vivez au quotidien leurs difficultés. On me l'a dit, cette hyperactivité, chacun fait comme il est. Mais moi, j'estime que quand vous êtes chef, il faut que vous inspiriez les autres par votre exemple. Moi, j'ai toujours cette formule qui ne me quitte jamais, que j'ai lue quelque part. L'exemple est la plus belle forme d'autorité. Je dois dire que nous avons fait, en tout cas, beaucoup. Et au regard des difficultés. Et c'est vraiment le lieu de saluer la résilience des personnels de l'OMVS, des cadres, mais également du personnel d'appui. Je me réjouis de la mise en place du comité de bassin, qui est notre Parlement, qui aujourd'hui est au courant de ce que nous faisons. Ce n'était pas le cas hier. Et plus ils sont au courant de ce que nous faisons, ils sont sensibles aux enjeux, plus ils défendent ce que nous voulons, et plus ils renforcent le socle sur lequel nous sommes assis. C'est pourquoi les journées portes ouvertes, que nous avons instituées également, et dont je suis très fier, la première édition a eu lieu à Dakar, la deuxième à Conakry, Nouakchott, Bamako, ensuite on reviendra à Saint-Louis, on était à Caille. C'est pour, encore une fois, créer ce maillon pour que l'OMVS ne soit pas qu'une organisation de cadres, ne soit pas qu'une affaire d'experts. Créer cette appropriation par les populations et de l'organisation et des enjeux que l'organisation représente. L'ambition que j'ai, concrétiser l'OMVS des peuples. Et quand on lui demande quel OMVS il faudra pour l'avenir de l'organisation, il répond sans ambages, comme dans un cri du cœur. L'OMVS des peuples. L'OMVS des peuples. L'OMVS des peuples. Afin que continue de prospérer le bien-être socio-économique de populations sans cesse croissante et aux besoins grandissants, bien-être auquel l'OMVS a pour le moins beaucoup contribué. Mais nul doute, tant que le souffle fervent de leurs vœux à l'unisson gonflera ses voiles, le vent ne tombera jamais. Et l'OMVS continuera de voguer à la conquête de nouveaux territoires ensoleillés.